Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler ensemble d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et nouvellement canadienne. Et j'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou pour des vacances. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie à Toronto en français. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des 11 faits intéressants concernant l'argent au Canada, parce qu'il y a plusieurs différences par rapport à la France et probablement par rapport à d'autres pays suivant d'où vous regardez cette vidéo. Donc je voulais qu'on en parle pour vous aider à vous préparer au mieux si vous êtes en train de préparer votre immigration au Canada. Et puis j'espère aussi quand même pour les gens qui sont ici, vous apprendre quelques informations. Alors on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de la devise qu'on utilise ici au Canada. On utilise le dollar canadien, à ne pas confondre avec le dollar américain. Deux devises complètement différentes. Et au moment où je tourne cette vidéo, 1 euro est égal à 1,46 $ canadien. Et pour la comparaison, 1 euro est égal à 1,06 $ américain à l'heure où je filme cette vidéo. Je vous dis bien à l'heure où je filme cette vidéo puisque c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Si vous voulez voir à combien ça en est au moment où vous regardez cette vidéo ou au moment où vous allez déménager ou au moment où vous allez venir en vacances, vous pouvez tout simplement taper sur Google combien vaut 1 euro en dollars canadiens, combien vaut 1 euro en dollars américains ou en fait n'importe où vous allez voyager pour avoir une idée du taux de conversion. À savoir aussi que en arrivant avec des euros au Canada, vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va être plus élevé puisque 1 euro, ça va valoir 1,46 $. Donc il y a des choses qui vont valoir le coup. Par exemple, je sais que des fois j'ai des visiteurs qui vont acheter des choses ici électroniques par exemple. Alors attention bien sûr à regarder que ce soit bien le même voltage et tout ça, que vous puissiez vous en servir dans votre pays d'origine, c'est quelque chose que vous voulez ramener. Mais ce que je conseille aussi pour les gens qui vont déménager ici, souvent c'est d'attendre pour acheter de l'électronique. Par exemple, si vous veulez changer de téléphone, si vous veulez changer d'ordinateur, suivant les marques, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller faire un tour en fait tout simplement sur le site ou de Apple, c'est Apple qui vous intéresse. Vous pouvez aller voir aussi sur Best Buy. Vous pouvez comparer en fait les prix et avec le taux de conversion de voir si ça vaut le coup. Attention par contre à bien ajouter la taxe puisque ici la TVA n'est pas comprise, mais on y reviendra plus tard. Attention aussi puisque du coup 1 dollar canadien c'est 0,66 centimes d'euros à l'heure actuelle. Et attention parce qu'à l'effet inverse, si jamais vous décidez de rentrer en France, vos dollars canadiens vaudront moins d'argent une fois que vous serez arrivé en Europe. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Par exemple, si vous mettez de l'argent de côté avant de rentrer, prenez ça en compte pour être sûr que vous aurez le budget que vous avez vraiment prévu une fois que ce sera converti en euros. Deuxième point, peut-être que les gens qui sont au Canada ont déjà entendu parler du loonie et du toonie. Les Canadiens appellent la pièce d'1 dollar un loonie et ils appellent la pièce de 2 dollars un toonie. Pourquoi? En fait, sur le dos de la pièce de 1 dollar, vous avez je vais le lire pour être sûr de ne pas le dire comment, un huard solitaire. C'est en fait un oiseau qui est à peu près la taille d'une noix et qui s'appelle en fait en anglais un loon. Et donc c'est pour ça qu'ils ont transformé ça en loonie. Et donc le 2 dollars, ils appellent ça un toonie, qu'ils écrivent en fait de manière différente suivant, vous trouvez plusieurs orthographes sur internet, et qui veut dire en fait 2 fois 1 dollar, donc toonie. Non seulement maintenant vous savez ce qu'est un loonie et un toonie, si jamais un Canadien vous le demande, mais en plus maintenant vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça. Et puisqu'on est en train de parler de pièces de monnaie, je vous en avais parlé dans un vlog il y a quelques semaines, c'est que ici on n'a pas de centimes en fait, on n'a pas de pièces de 1 centime. Donc si jamais par exemple vous avez un prix qui est affiché à 3,52 $, si jamais vous payez par carte, vous allez vraiment payer les 52 centimes. Si vous payez en liquide, vous allez payer 3,50 $. Et si c'était 58, vous devriez payer 3,60 $. Troisième information sur l'argent au Canada, en 2011, les billets de banque ont changé. Jusqu'en 2011, les billets de banque étaient fabriqués à partir de fibres de coton. Et en 2011, les nouveaux billets ont été mis en circulation et ils sont faits à partir de polymère. Alors moi, j'ai vu le changement parce que je suis arrivée en 2014. Je me rappelle d'avoir eu un vieux billet et je me demandais ce que c'était, je pensais que c'était un faux. Parce qu'en fait, c'est vraiment, il y en a un qui fait effet papier et l'autre qui fait effet plastique. Donc ceux qu'on a aujourd'hui, ils font effet plastique.
Il y a plusieurs raisons pour ce changement, c'est que cette matière-là est beaucoup plus durable. D'après les informations que j'ai trouvées, on est sur une durée de vie 2,5 fois plus longue que sur des billets qui étaient faits à partir de fibres de coton. C'est aussi une monnaie qui est plus innovante puisqu'elle combine la transparence et l'holographie, ce qui en fait une monnaie unique. C'est aussi une monnaie qui est mieux sécurisée puisqu'on peut, avec cette matière-là, en fait, on peut moins la reproduire et donc il y a moins de risques de faux. C'est aussi plus écologique puisque, comme je le disais plus tôt, c'est plus résistant, donc il y a moins de pertes en fait, et donc moins besoin de renouveler les billets. Et aussi, la matière est recyclable. Ensuite, on va parler de l'aspect paiement. Ça, je le précise parce que je reçois souvent la question, donc je me dis que vous êtes peut-être plusieurs à vous poser la question. Oui, vous avez besoin d'un compte canadien pour recevoir un salaire au Canada. Je sais que peut-être que certaines personnes trouvent ça évident, mais je reçois énormément cette question-là. Donc oui, vous aurez besoin d'ouvrir un compte en banque au Canada si vous souhaitez travailler ici. Il y a des exceptions si par exemple vous êtes en VIE, parce que là vous êtes du coup en détachement de votre entreprise qui se base dans votre pays d'origine. Donc là c'est complètement différent, mais si vous voulez être au Canada en PVT, en résidence permanente, vous aurez besoin d'un compte bancaire. On pourra en parler plus en détail. J'ai aussi l'article du guide du nouvel arrivant sur mon blog où il y a plein d'informations là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais voilà, c'est quelque chose qui va commencer à falloir faire et il y a des conseils dans l'article pour vous aider à trouver. Puis si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur comment choisir sa banque. Une fois que vous aurez ouvert votre compte, vous pourrez être payé. Et ici, on est payé toutes les 2 semaines ou le 1er et le 15 du mois. Ça dépend des entreprises, ça fait à peu près la même chose, hein, mais c'est juste qu'il y a certaines entreprises qui sont vraiment strictes sur le 1er et 15, et d'autres où c'est toutes les 2 semaines, donc c'est vraiment, il n'y a pas un jour en fait dans le calendrier, c'est tous les 2 vendredis par exemple. Et ça c'est quelque chose que vous saurez directement en signant un contrat, et si vous n'êtes pas sûr, si c'est pas clair, vous pouvez toujours demander aux ressources humaines qui vous font signer le contrat. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris ici quand je suis arrivée, c'est que vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un grâce à son adresse mail ou son numéro de téléphone. Alors il me semble que ça se fait maintenant grâce à des applications dans d'autres pays, mais ici c'est vraiment quelque chose qui est natif en fait dans l'application de votre banque. Ça s'appelle un Interac, donc si on vous demande de faire un Interac ou un e-transfert, c'est ça, c'est que vous pouvez transférer de l'argent facilement. Donc admettons, vous partez en week-end et vous devez partager les frais de la location de la voiture. La personne à qui vous devez de l'argent va vous envoyer son adresse mail. Vous allez dans votre application, vous demandez à faire un e-transfert, vous choisissez le compte sur lequel vous voulez prendre l'argent, vous notez l'adresse mail. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit la personne à qui vous envoyez l'argent a configuré son compte pour être en auto-déposit. Ça veut dire en fait que l'argent va directement passer de votre compte à son compte sans action de sa part. La deuxième possibilité, c'est que vous allez devoir créer une question et mettre la réponse, envoyer la réponse à la personne. Donc quand là, vous finissez en fait, donc vous mettez le compte d'origine, vous mettez l'adresse mail à qui vous voulez que ce soit envoyé, vous créez votre question, vous mettez la réponse, vous pouvez mettre une note et là vous envoyez le paiement. La personne qui va recevoir, et donc ça va être pareil pour vous quand vous recevez, vous allez recevoir soit un email, soit par texto. Moi ça dépend en fait qui me l'envoie en fait. Des fois c'est les deux et des fois c'est que par email. Et là vous allez devoir cliquer en fait, ça va vous dire un tel vous a envoyé de l'argent. Cliquez pour ouvrir votre application. Donc ça va vous ouvrir l'application. Ça va vous poser la question, donc la personne vous aurait donné la réponse normalement, si vous ne l'avez pas il faut la réclamer, vous mettez la réponse, je ne sais pas combien de fois il faut la mettre fausse pour que ça marche, que ça se bloque, mais en général vous posez la question, et puis des fois c'est la question est évidente, la question c'est dans quelle ville vit-on, où est-ce qu'on s'est rencontrés, enfin voilà, donc il y a des trucs où vous n'avez pas besoin de demander, mais si c'est quelqu'un à qui vous vendez quelque chose sur Facebook Marketplace ou je sais pas, enfin dans le groupe Facebook de votre quartier, vous avez peut-être rien en commun, donc à part la ville où vous vivez. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Vous répondez à la question, hop, et l'argent vous est transféré tout de suite. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez payer votre loyer comme ça aussi. Moi, pendant la première et deuxième année où j'étais là, j'ai payé mon loyer comme ça. Et c'est plutôt pratique. Même d'ailleurs, quand j'étais au salon du livre français la semaine dernière ici, il y avait une des exposantes en fait qui avait ce moyen-là qui dit bah, vous me faites un Interac et c'est bon. Donc après vous montrez juste que vous l'avez bien envoyé le transfert et ça roule. Donc ça je trouve ça hyper pratique, c'est bien simplifié et surtout vous avez l'argent sur votre compte tout de suite. Un autre aspect de la banque qui m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée ici, c'est que quand vous déposez un chèque à la banque, le temps que vous sortiez de la banque, il est déjà crédité sur votre compte. Alors que en France ça prenait quand même quelques jours. Ici, c'est vraiment très rapide. En fait, le système est inversé. Au lieu de vérifier d'abord s'il y a bien de l'argent sur le compte qui a émis le chèque,
et ensuite de vous le mettre sur votre compte. Ici, vous le mettez sur votre compte en supposant que le compte en question qui a émis le chèque a de l'argent. Donc c'est l'effet inverse. D'ailleurs, il y avait une arnaque qui tournait comme ça, où c'était des gens qui volaient les cartes de débit, donc qui allaient mettre des chèques, déposer des chèques sur les comptes. Ils essayaient de retirer avec la carte, et vous pouvez retirer tout de suite, sauf que quelques jours après, le chèque revenait comme non approvisionné, et donc là, ça pose des problèmes. Voilà, donc bien faire attention. D'ailleurs, en parlant de carte de débit, ici on a une carte de débit et une carte de crédit, à savoir que la carte de débit, c'est ce qui ressemble le plus à la carte bleue en fait qu'on peut avoir en France, donc c'est un débit immédiat comme son nom l'indique. Par contre, la carte de crédit, vous recevez une facture à la fin du mois qu'il va falloir payer. On fera une vidéo, on parlera beaucoup plus de cet aspect-là parce que je pense que c'est important de s'éduquer sur le sujet. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour beaucoup d'immigrants ici. C'est pas que les Français ou c'est pas que les francophones. Il y a énormément de pays où il n'y a pas ce système de carte de crédit, donc on en parlera plus en détail. D'ailleurs, posez-moi les questions dans les commentaires si vous voulez à ce sujet-là, comme ça m'aide à vraiment bien préparer et structurer la vidéo pour être sûr que ça couvre tous les sujets qui vous intéressent. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que la carte de débit n'a pas votre nom dessus. Mais c'est quelque chose qui m'avait énormément surprise quand je suis arrivée. C'est qu'on pouvait poser, en fait, on l'avait fait d'ailleurs, on avait posé toutes nos cartes de débit ensemble et c'était impossible de savoir qui était qui parce qu'on était tous dans la même banque, elles se ressemblaient toutes et c'est d'ailleurs comme ça que, parce que je vous disais avant, que les arnaques en fait c'est qu'ils échangeaient les cartes de débit et donc vous ne pouviez pas voir que c'était pas la vôtre parce qu'il n'y avait pas votre nom dessus et donc il faut y faire hyper attention, ne pas la lâcher des yeux et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits qui demandent une carte de crédit, vous savez quand vous avez besoin de faire une garantie parce que la carte de débit finalement elle peut être à n'importe qui parce qu'il n'y a pas de nom dessus. Voilà, c'est la raison qu'on m'avait expliqué quand on était parti aux États-Unis après ma première année ici et que j'avais pas de carte de crédit. J'ai une carte de crédit quand je suis revenue et j'en ai une maintenant du coup depuis 6 ans. On va pas rentrer dans le détail ici, mais je voulais au moins vous donner l'information. Vous avez la carte de crédit et la carte de débit. La carte de crédit ici est hyper courante. D'ailleurs, c'est ça qui peut vous permettre de construire votre crédit score. Votre crédit score, on en parlera aussi plus dans la vidéo qu'on fera plus sur l'aspect financier, carte de crédit, tout ça. Mais pour quand même vous expliquer ce que c'est en quelques mots, c'est votre note en fait qui va permettre de déterminer si vous êtes un bon payeur ou non et pour une banque ou pour même une location d'appartement, savoir si vous êtes quelqu'un de sérieux au niveau financier, savoir s'ils peuvent vous prêter de l'argent. Voilà, on rentrera plus dans le détail dans la prochaine vidéo, mais au moins vous avez un petit peu une idée, c'est une note de 3 chiffres. Je ne sais plus à quel point j'en suis et je pense que dans mes notes la prochaine fois, au lieu de mettre des points vraiment comme ici, je ferais mieux de mettre des numéros, comme ça ce sera plus facile à suivre pour vous et pour moi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez payer vos factures directement de votre application de banque. Alors moi je le faisais pour mon ancien appartement où c'était, je devais payer, en fait ils m'avaient donné les informations et je payais directement dans mon application. Comme voilà, on paye une facture. Et maintenant, on le fait ici pour l'électricité, puisqu'on est avec Toronto Hydro. Et en fait, vraiment, au début, j'ai un petit peu galéré parce que je ne comprenais pas comment je pouvais payer. Et en fait, c'est super simple. Vous avez un onglet dans votre application qui dit « Payez vos factures ». Vous cliquez là-dessus, vous rentrez les informations. Et maintenant, je le fais chaque mois. C'est hyper simple. Et au moins, on peut le faire de partout. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont cette option-là. Mais maintenant, je m'y suis faite et je le fais pas beaucoup. Je crois que j'avais payé mes impôts comme ça aussi une année. Donc, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais au moins vous le savez. Maintenant qu'on est presque en bas de la liste, j'ai réussi à remonter pour savoir à peu près à quel point on en était. Et donc on en est au 9e point. 9e point, on va parler de TVA, puisque vous le savez peut-être, mais au Canada, la TVA n'est pas incluse. Quand vous allez faire les courses dans un magasin, quand vous allez manger au resto, quand vous allez chez le coiffeur, quand vous prenez un forfait de téléphone, vous allez devoir payer la TVA après et souvent, surtout au début, ça crée quelques surprises. Je me rappelle que la première fois que j'ai pris un forfait de téléphone, je suis allée les voir en leur disant « Non mais vous êtes trompés en fait, c'est pas le prix que vous m'aviez donné ». On m'a dit bah si c'est le prix et j'ai pas réalisé que la TVA était pas inclue dans le prix qu'ils m'avaient donné dans le magasin et donc forcément quand j'ai reçu ma facture, il y avait une petite surprise. Voilà. À savoir que le taux de TVA change suivant les provinces et suivant les produits. Alors je vais vous lire pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, la TVA en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et dans les territoires du Nord est à 5%. Ici en Ontario, on est à 13%. Au Nouveau-Brunswick, en Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard, on est à
15%. À savoir qu'il y a des produits qui n'ont pas de TVA. Et alors d'après les informations que j'ai trouvées, puisque moi je le savais pour ici, mais j'ai regardé et c'est vraiment pour le Canada apparemment, donc c'est pas seulement pour l'Ontario, mais les produits de première nécessité, par exemple le lait, les légumes, le pain, les médicaments et les protections féminines n'ont pas de TVA. Donc là, le prix que vous voyez, ça va vraiment être le prix que vous payez. Ça vous donne un petit peu une meilleure idée, mais en tout cas, ce que vous voyez en magasin, méfiez-vous parce que du coup, vous aurez toujours besoin d'ajouter un pourcentage. Pour le faire de tête, vraiment mon conseil, moi c'est que j'ajoute à peu près 10% parce que c'est facile à faire de tête. Après maintenant je suis au point où je suis tellement habituée que je sais à peu près en fait, on a ces repères au niveau des prix et c'est plutôt sur les gros montants parce que des fois ça fait vraiment une grande différence. Mais en général la petite astuce, enfin je sais pas si c'est une astuce, mais c'est que je fais 10% en plus dans ma tête parce que c'est facile à faire et que je sais que c'est un petit peu plus que ça. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Mais honnêtement, après des années, je sais pas, peut-être que d'autres personnes vont me dire que ça les choque toujours, mais je suis tellement habituée que c'est plus quelque chose qui me surprend ou qui me choque, ou voilà, je me pose même plus la question en fait. Comme je vous disais, j'ai des repères et je sais à peu près combien ça va coûter. L'avant-dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est le pourboire. Je ne vais pas rentrer en détail sur combien vous devriez donner, mais je veux vous dire que c'est normal ici de donner un pourboire. Il y a de gros débats là-dessus, surtout depuis la pandémie. Mais j'avais vu l'autre jour passer la question à savoir comment en fait on donne un pourboire ici, parce que dans notre esprit, c'est de la monnaie en fait qu'on laisse souvent. Vous laissez sur la table au café. Et, en France, c'est vraiment même occasionnel, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment automatiquement. Ici, en fait, les machines, elles sont prévues pour. Donc, même quand vous payez avec votre carte de crédit, votre carte de débit, vous allez en fait avoir l'option. D'ailleurs, quand vous payez avec votre carte, c'est complètement différent parce que je me fais toujours avoir quand je rentre en France et que j'appuie 50 fois sur le truc parce qu'on va vous demander sur quel compte vous voulez le prendre et souvent on va vous demander aussi si vous voulez mettre un pourboire. Et le pourboire, on vous le demande absolument partout. On me l'a demandé là où je suis allée faire faire mes sourcils, on me le demande là où je vais faire mes ongles, on vous le demande chez le coiffeur, on vous le demande quand vous allez vous faire masser. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Après, c'est votre décision à vous si vous voulez en donner un ou pas, sachant que ici, c'était quand même très mal vu de ne pas en donner, et surtout combien vous voulez en donner. À savoir que à l'époque, à l'époque, non, il y a 3 ans, mais avant la pandémie, les options que la machine vous proposait, c'était, je crois que c'était 10, 12 et 15%. Maintenant, le minimum, c'est 18%, c'est 18, 20 et 22 par exemple. Mais vous avez l'option autre où vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez. Donc si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Si vous mettez moins, vous mettez moins. On n'est pas là pour entrer sur un débat sur le pourboire et combien vous devriez donner. Je veux juste vous expliquer comment ça fonctionne. Après, ce que vous donnez, c'est votre décision. Et je ne suis pas là pour vous dire de faire ci ou ça, ou pour vous juger parce que vous faites ci ou ça. C'est juste pour vous dire que c'est quelque chose de très courant et de très mal vu si vous n'en laissez pas, et de vous expliquer comment ça fonctionne sur la machine, parce que j'ai déjà vu cette question passer plusieurs fois. Et on finira avec les impôts qui ici sont prélevés à la source. Alors je sais que depuis plusieurs années c'est aussi le cas en France. Vous allez recevoir au mois de février-mars en fait un document qui s'appelle un T4, qui est le récapitulatif de tout l'argent que votre employeur vous a donné directement, donc votre salaire, mais aussi de tout l'argent qu'il a déjà payé pour vous, donc vos taxes. Et ici, on appelle d'ailleurs faire son retour de taxes, parce que vous allez faire votre déclaration d'impôt et vous allez savoir si votre employeur en fait a trop cotisé pour vous ou s'il n'a pas assez cotisé pour vous. Les premières années, souvent en PVT, on a un retour. Mais après ça se calme, après ça s'équilibre et vous allez en fait savoir si vous devez payer des impôts, si on vous doit de l'argent, et à savoir aussi que vous n'êtes pas obligé en fait de faire votre déclaration d'impôt toutes les années. Quand je suis retournée en France après ma première année, j'avais appelé en fait les impôts ici en leur demandant mais comment je fais parce que je suis plus sur le territoire, tout ça. Et comme je savais déjà que j'allais revenir, je lui avais dit, il m'a dit oh, bah, vous cassez pas la tête à les faire au téléphone, vous ferez les deux d'un coup l'année prochaine. Et je lui avais demandé, il m'avait dit vous avez 7 ans. Et là, quand j'ai regardé sur internet avant de préparer la vidéo, ça disait 10 ans. Donc vous avez 10 ans pour faire vos impôts. Alors j'imagine que certaines personnes, peut-être en ayant un revenu plus élevé d'une année sur l'autre, veulent attendre pour pouvoir équilibrer. J'en sais rien, mais en tout cas, pas de stress. Si jamais vous loupez cette année, vous pourrez les faire l'année prochaine. Le seul stress, c'est de vous dire que si vous aviez un gros retour d'impôt, vous avez peut-être besoin de cet argent, donc il vaut mieux les faire.
mais ne pas se mettre la pression. Si jamais vous avez loupé, vous aurez une chance l'année prochaine et vous n'aurez pas de pénalité surtout. Parce que c'est vrai qu'on est habitué en France en particulier, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, si vous loupez la date, vous allez avoir une pénalité. Alors ça a peut-être changé en France depuis que c'est prélevé à la source, mais en tout cas ici c'est comme ça, si jamais vous ne les avez pas fait cette année, vous pouvez les faire l'année prochaine et vous avez 10 ans pour les faire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ne saviez pas du tout, ce qui vous a surpris le plus. J'aime bien pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Je vous rappelle que si ce contenu vous a plu, vous pouvez vous abonner. Ça m'aide beaucoup et ça me motive beaucoup de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour le vlog.